Salut, salut! Bienvenue sur Run and Talk, le podcast où l'on parle de course à pied, de trail, d'ultra trail, mais aussi de toutes ces activités qui nous remettent dehors, sur les chemins, en résonance avec cette planète Terre. Allez, c'est parti! Dans cet épisode, pas d'invité. Une nouvelle fois, je vais parler tout seul comme un grand. Et l'idée d'ailleurs, ça va être d'alterner un épisode comme celui-là avec un épisode où il y aura un entretien. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Aujourd'hui, je vous fais un retour sur une lecture que j'ai trouvée super intéressante, voire fascinante, et qui fait écho à nos façons d'agir au quotidien et notre sport. Et il s'agit d'un livre, un livre de Sébastien Boller, qui s'appelle Le bug humain. Et le sous-titre du livre, c'est Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'empêcher. Voilà. Alors, au-delà du thème vachement important, voire inaccessible de la préservation de la planète, ce livre va répondre aussi à différentes questions sur pourquoi notre pratique sportive est passée d'un footing de 5 km un dimanche matin par accident à aujourd'hui une activité qui est l'un de nos projets personnels les plus importants, que l'on gère comme une petite PME avec calendrier, prévisionnel, optimisation de performance, communication sur nos réseaux, compétition, résultats, bilan, croissance dans les résultats. Je vous disais, petite PME. Pourquoi ne pouvez-vous plus sortir sans votre montre GPS pour faire une marche de 45 minutes? Pourquoi c'est d'ailleurs votre troisième montre GPS en 5 ans pour faire le même tour de pâté de maison? Pourquoi il est nécessaire de faire un selfie en haut de la montagne? Pourquoi vous rêvez à la distance supérieure pour la saison prochaine? Pourquoi le défi Kylian François à la Hard Rock vous a tant chauffé? Pourquoi vous savez que vous faites le con à courir sur cette blessure, mais que vous insistez? Que vous faites également le con à prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, l'autre bout de la planète pour courir un ultra, mais que vous y allez quand même? Pourquoi vous faites la tronche malgré votre top 10 sur ce 100 miles? Pourquoi... Bon allez, ok, j'arrête. Vous n'êtes pas obligé non plus de cocher oui à toutes les questions, ou toutes les questions ne sont pas obligées de vous intéresser. Mais en réalité, il y a déjà pas mal d'actions autour de ces questions. Et je trouve et je remarque qu'en 10 ans de coaching, d'accompagnement d'athlètes, je vois bien qu'elles sont au centre de nos activités en fait. On y trouve à la fois des motivations à agir, qui sont enivrantes, gratifiantes, parfois culpabilisantes, parfois stressantes, parfois anxiogènes, parfois obsédantes, parfois déprimantes. Et du coup, je me posais la question, on pensait faire du trail pour gagner en liberté, mais au final, qu'on s'est fait avoir, et que c'est le trail qui nous a piégés. Allez, je vous explique pourquoi. Alors Sébastien Boller, l'auteur de ce livre, il est docteur en neurosciences, et il explique d'une manière que je trouve tout à fait ludique le fonctionnement de notre cerveau. Et il s'appuie sur des études qui sont validées. Alors je vais ici vous épargner les expériences menées, je vais essayer aussi de donner les grandes lignes de ce livre sans me tromper, à la fois pour vous donner envie de les approfondir, de lire le livre, et puis surtout vous expliquer un peu le processus qui se joue dans notre cerveau. Alors, pour faire simple, mais je vous dis c'est un peu plus complexe, on peut partir de l'idée que notre cerveau il est doté de deux grandes parties, le cortex et le striatum. Alors le cortex, c'est la partie externe du cerveau, l'écorce. Cortex, ça veut dire écorce. Il est présent chez tous les mammifères, mais notre cortex à nous, il est particulièrement développé. Et c'est avec ce cortex que l'intelligence de l'homme fait merveille depuis des millénaires. Il nous a permis de nous socialiser, de construire des outils, de planifier, de faire des actions collectives. En fait, c'est le siège de la pensée, de la créativité, de l'anticipation et de la projection. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on crée et on continue à créer des choses de plus en plus incroyables. Et au milieu, à l'intérieur de ce cerveau, il y a un organe plus petit, présent depuis la nuit des temps, depuis notre création, 10 à 20 millions d'années, qui s'appelle le striatum. C'est en quelque sorte le cerveau primaire et qui, lui, a 5 motivations à agir. La première, c'est de manger. C'est de trouver de la nourriture. Donc il s'active dès qu'il en voit, dès qu'il peut s'en procurer.
Si c'est un cerveau primaire, on imagine bien la nécessité d'avoir cette faculté pour survivre. En fait, ce striatum, il est activé et il nous a permis de survivre pendant des millions d'années autour de ces cinq fonctions. Donc la première, c'est de manger. La seconde, c'est de se reproduire. Bon, bah là, vous comprenez bien encore une nécessité existentielle pour l'homme. La troisième, c'est d'augmenter son statut social, progresser dans la hiérarchie. Et là, c'est pareil, on imagine bien que plus la position est haute dans un groupe, et plus les chances de survie sont possibles dans les temps anciens. La quatrième motivation, c'est de minimiser ses efforts pour avoir c'est-à-dire avoir un gain important pour peu d'efforts. C'est-à-dire à tâche égale, en faire le moins possible. Ça se comprend aussi, c'est-à-dire que au fil, pour survivre, pour aller loin, il faut savoir s'économiser, faut pas s'épuiser. Donc cette idée de motivation à en faire le moins possible et avoir un bon rendement, c'est un très intéressant. Et il dit la cinquième motivation, c'est prendre de l'information, être observateur. Et pour le coup, c'est effectivement aussi une faculté déterminante de l'évolution pour éviter les pièges, comprendre le monde qui nous entoure. Donc on comprend aisément que ces cinq motivations, ces cinq capacités étaient utiles pour survivre et être encore là aujourd'hui par le biais des descendances. On peut même penser que par sélection, nous sommes issus d'individus ayant de fortes capacités à avoir développé ces cinq motivations. Alors, c'est quoi le problème du striatum? Pourquoi aujourd'hui ce striatum nous joue des tours? Parce qu'en fait, l'idée du bug humain, c'est bien de parler du striatum et de ses cinq motivations. D'abord parce que ce striatum, il a un fonctionnement bien particulier. Un, c'est le siège du plaisir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous le mobilisons ou le récompensons autour de ces cinq motivations, manger, faire l'amour, prendre des informations, augmenter son statut social, on a une sécrétion de dopamine dans notre cerveau. Nous nous sentons mieux, meilleurs. Si je mange une friandise, si je séduis quelqu'un, j'ai une promotion au boulot. Si je regarde les autres travailler, si j'en tire des bénéfices, si je découvre des nouvelles intéressantes, j'ai une dose de dopamine à chaque fois. Je la fais un peu de façon caricaturale, mais c'est un peu l'idée. Là encore, vous allez me dire, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a du mal à se faire du bien et que finalement, on a une dose de dopamine, on se sent bien, c'est chouette? En fait, non. Mais le problème, que ça se complique, c'est que le striatum, il a d'autres petits bugs. D'abord, pour lui, c'est nos limites. C'est-à-dire tout ce qu'il peut avoir en termes de sollicitation, il prend. Il est gourmand, il se rassasie jamais, et le plaisir activé ne suffit pas. Un autre est le bienvenu. Donc vous pouvez prendre de la nourriture. S'il y a encore de la nourriture qui passe, il s'active et il peut s'activer en reprenant de la nourriture. Ensuite, et là c'est encore plus pervers, c'est que à sollicitation égale, au fil du temps, votre striatum, il va se lasser et plus produire de dopamine ou de plaisir. Donc il faut augmenter la dose, avoir de la nouveauté. En gros, il faut toujours plus pour avoir sa dose de dopamine. C'est-à-dire, s'il y a une friandise qui vous fait plaisir, vous la mangez chaque jour, au bout de 6 mois, il faudra un petit peu plus de cette friandise, ou une autre friandise, ou une friandise upgradée, pour y trouver le même plaisir que les 6 mois avant. Bon, on fera plus tard des parallèles avec notre pratique, donc dans pas très longtemps, mais là je suis sûr que vous voyez commencer à avoir déjà des pistes d'action par rapport à, je sais pas, par exemple aux distances de course que vous choisissez. Alors, pour revenir au striatum, là aussi où il est encore plus vicieux, c'est qu'en fait il ne connaît pas le futur. Pour lui, c'est l'instant présent qui compte. Et donc, quand vous avez un choix à faire entre le tout de suite et attendre, vous craquez pour le tout de suite au détriment de l'impact futur. Si à choix entre je ne comprends pas le futur ou j'agis parce que ça me fait plaisir maintenant, vous choisissez la deuxième solution, c'est que c'est votre striatum qui a gagné. Et comme il est super entraîné avec toutes les citations, c'est lui qui gagne souvent. Donc c'est l'impulsivité contre la rationalité, et l'impulsivité, c'est le striatum. Et puis, pour finir sur ce striatum, il y a deux petits trucs encore qui sont vachement incroyables. C'est pour comprendre la notion du bug humain.
c'est que le striatum, il réagit pas en termes de récompense absolue, mais en termes de récompense relative. Aujourd'hui, dans notre société, c'est honteux de penser ça. C'est pas très, je sais pas comment dire, catholique, mais à bien réfléchir, on fonctionne quand même souvent comme ça, souvent de manière inconsciente. Pour un achat, par exemple, on se réfère à j'achète versus une comparaison avec quelqu'un d'autre. Et le plaisir, c'est d'avoir le truc, le truc un peu plus haut que la version précédente ou un peu plus haut que la version que mon voisin a acheté. Donc on est bien sur une récompense relative et pas absolue. Enfin, et après j'arrête avec le côté pervers du striatum. Il adore un autre truc, c'est observer les duels et et il vous donne les récompenses quand vous avez misé sur le gagnant. Bon là on peut aussi penser que c'est un atout dans dans la sélection naturelle et puis dans les centaines de milliers d'années auparavant. C'est-à-dire qu'on avait un atout pour survivre quand on misait sur le bon cheval, quand on savait le suivre le bon chef, et ça nous permet aussi d'apprendre les bons comportements. Donc ce côté observer et avoir une dose de plaisir à observer les duels, et ben ça donne aussi du plaisir et ça sécrète de la dopamine. Une fois dit tout ça, je ne sais pas si vous voyez où ça nous mène cette réflexion. J'essaye de structurer au maximum pour que ça reste un peu audible, en essayant un peu le tour de passe-passe de ne pas paraphraser le livre, sortir l'essentiel sans dire des conneries et vous faire réfléchir sur nos comportements. Donc je crois que j'ai passé le plus dur là, merci de me suivre. Et en fait, quand on a expliqué un peu ce contexte, ce qui devient sidérant, c'est qu'en fait, ce striatum, en réalité, tous les animaux en sont dotés. On l'a vu, en fait, c'est l'activation de la survie, la motivation à agir. Tout ça, ça fonctionne bien pendant des millions d'années, tant que notre cortex cérébral, le siège de la pensée, de la créativité, eh ben, il ne se développe pas trop chez l'homme. Et là, c'est la grande différence aujourd'hui avec toutes les autres espèces vivantes qui ont ce striatum. Aujourd'hui, les autres espèces, ils l'activent toujours dans un monde qui a peu changé. Ils doivent toujours chasser pour se nourrir, sont toujours prédateurs, le statut social dans le groupe et la reproduction restent une priorité. En réalité, leur vie a peu évolué au fil des centaines de milliers d'années. Nous, espèces humaines, avec le cortex, eh ben, nous avons créé, dans un temps finalement assez récent, à l'échelle de l'humanité, un monde d'innovation, de technologie, où l'alimentation s'achète en abondance dans les commerces, où le sexe peut se consommer derrière un écran. Pour info, j'ai appris que c'est un tiers du trafic Internet qui est dédié à l'économie du sexe quand même. Ou encore que l'information est disponible 24 heures sur 24, et dans le monde entier, sur les écrans, les murs, etc. Et comme toutes ces activations continuent à activer notre striatum, on rentre dans une dynamique sans fin, sans limite, facile, sans effort. En fait, on nourrit notre striatum au quotidien, tout le temps, à tous les instants. Et c'est là qu'intervient le titre du livre, le bug humain. Et il a une phrase qui résume assez bien ce livre et qui se trouve d'ailleurs, qui donne le contexte, le constat accablant. Il dit, Sébastien Boller, le cerveau d'un primate et la technologie d'un dieu. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le striatum, c'est-à-dire le cerveau du primate, qui nous commande un peu plus et qui nous amène sur bien des aspects vers un mur, en fait, des désillusions ou le sentiment de tourner dans une roue comme un rat de laboratoire à chercher toujours sa dose de dopamine et son kiff de plaisir, quoi. Et moi, ça m'a, je sais pas, j'ai déjà dû le lire édifiant, mais en tout cas, ça m'a passionné. Et nous amène à une réflexion globale quand même sur nos agissements. Et je me sens presque un peu ridicule dans ce constat de recentrer tout ça sur notre pratique sportive. Mais bon, je me dis quand même que, c'est un podcast thématique, hein. C'est un podcast de coaching, de course à pied, de trail. Et que là, vous êtes quand même venu pour ça. Donc je vais arrêter de vous parler de trop de m'éparpiller.
Et puis en fait, je me dis que recentrer la problématique de ce striatum, de cette action de striatum et ce sujet, et le ramener à un sujet aussi anodin que la course à pied, eh ben, ça permettra d'avoir une réflexion peut-être moins culpabilisante pour le reste en fait. Puis si on accepte d'arrêter de se prendre au sérieux sur la course à pied en voyant et d'assumer nos contradictions, et ben, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas. En fait, une fois ce livre bouclé, mais même pendant la lecture, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de faire des parallèles et que je me suis dit quand même que ce striatum, bah, il avait largement à voir avec quelques sujets concernant la course à pied. Par exemple, le sentiment de mal-être dans notre pratique quand on a fini un trail de 100 km et que l'on fait la gueule sous l'arche d'arrivée ou la semaine qui suit. Parce que en fait, dans l'absolu, vous vous souvenez la récompense absolue ou relative. Dans l'absolu, ce qu'on a fait, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Et, courir sans borne dans la montagne, en fait, peu de gens le font. Au démarrage de votre pratique, vous auriez trouvé ça incroyable de faire ça. Vous pensiez peut-être même que c'était impossible. Et que si si on vous avait dit que vous pouviez le faire dans 2 3 ans, vous auriez été impressionné, heureux. Mais là, aujourd'hui, votre striatum, il s'allume qu'à une valeur relative et comparativement, soit à votre pote qui est devant, soit à vos provisions de temps que vous avez fait la semaine avant et qui étaient meilleures, soit à la manière dont ça s'est passé et qui s'est mal passé et du coup par rapport à une autre course et du coup vous êtes déçu. Donc en fait, votre striatum sur cette course-là, il s'est pas activé pour une de ces raisons-là. Parce qu'en fait, il a comparé votre prestation par rapport à une prestation attendue ou quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc pas de dopamine, pas de plaisir, donc morosité. Et donc, ça veut dire que vous êtes condamné, piégé par le trail, pour toujours y trouver du plaisir. Vous allez devoir, à chaque dossard remis, si on part du postulat que c'est le dossard qui donne le plus gros kiff, mais ça peut être aussi à l'entraînement, hein, être soit meilleur dans votre gestion et dans le feeling que vous avez reçu, soit être encore plus haut dans le classement, soit franchir une distance supplémentaire, soit être devant le copain, quoi. Et si vous franchissez pas, si partez pas dans cette démarche, finalement, le plaisir reçu par la dopamine et par le striatum, vous le recevrez pas. Et vous allez vous embêter, en fait, et vous allez arrêter. Je me dis aussi que le trail, l'ultra, endurance, c'est quand même une activité bien particulière. Depuis longtemps, je me dis que c'est une activité à haute valeur sociale ajoutée. Je m'explique. Par les distances, les lieux et l'environnement qu'elle implique pour le pratiquer, et si bien sûr vous le réussissez, à chaque coup quand vous revenez chez vous, dans votre entreprise, dans votre cercle familial, elle vous donne auprès des autres personnes en fait une valeur incroyable. Vous suscitez l'attention. Il y a un imaginaire, mais vous êtes aussi l'activateur du striatum de l'autre. C'est-à-dire, vous êtes un modèle, vous êtes le shoot du plaisir, vous vous procurez un shoot de plaisir à voir réussir les autres et avoir fait des choses incroyables. Donc vous êtes le sujet d'attention et il suffit de voir comment, dans une réunion de famille, où les gens prennent de l'intérêt pour vous ou du plaisir à vous voir faire ces aventures. Et donc, c'est pas si anodin de se dire que vous êtes une source d'activation du striatum de l'autre. Mais euh, vous êtes aussi par la posture et l'intérêt que vous suscitez, finalement, vous prenez aussi de votre dose de shoot parce que vous montez dans la valeur sociale et vous prenez de la valeur sociale dans un groupe. Et ça, vous vous souvenez, c'est une des motivations à agir du striatum, le statut social. Et finalement, notre pratique sportive aujourd'hui, elle est beaucoup tournée autour de ce statut social et comment prendre de l'importance, comment capter l'attention
et puis comment montrer qu'on fait partie, on fait partie de ce groupe et qu'on a de la valeur dans ce groupe, quoi. Bah, je me dis que la mise en ligne de nos activités sur Strava pour prendre des kudos, à quoi ça sert d'autre si c'est pas ça? Et je dirais seulement ça. Ok, il y en a deux ou trois qui regardent vos temps de passage, et puis, mais globalement, c'est fait pour ça. L'abonnement au fil Instagram, Strava ou Facebook, euh, est-ce qu'elle sert à autre chose que regarder, prendre de l'information sur vos potes, sur les leaders de la discipline, sur choisir les athlètes que l'on aime bien, choisir presque un camp entre j'aime cet athlète et j'aime pas cet athlète. Oui, tout ça, ça sert à quoi? Si on reprend le processus du départ, bah, à faire du bien à votre striatum et à vous filer de la dopamine. Euh, Bah, je me dis pourquoi pas tout ça. Enfin, je me dis jusqu'à là, c'est très bien. Si on a le droit de se faire plaisir, je le redis une autre fois. Mais en fait, l'histoire du bug humain, c'est que en fait, vous en voudrez toujours plus. C'est nos limites. C'est-à-dire que l'intérêt porté pour votre activité, si vous ne ramenez pas de la nouveauté, elle n'existera plus. Donc votre striatum ne sera plus activé. Donc il faudra toujours plus. Ce sera toujours plus haut dans ce que vous donnez ou dans ce que vous recevez. Et seulement pour faire ça, et pour faire d'ultra trail, et ben d'abord, pour réussir ça, il va falloir y mettre votre corps, votre squelette, votre énergie, qui eux ont pour le coup une limite physique, une charge maximale. Et là, eh ben, il faut prendre conscience que ça va voler un moment en éclats. Et donc, c'est à la fois votre striatum qui demande beaucoup de choses, et pour répondre à ça, vous avez juste un corps, un physique, une capacité à faire qui est de toute façon limitée ou qui sera limitée au fil des années par votre vieillesse. D'où la nécessité absolue de prendre conscience du piège avant d'exploser en vol. Et là, je vais vous passer la petite leçon de morale sur la futilité des infos, le côté éphémère, même pour un résultat ou un engagement important. Mais je suis quand même toujours interrogatif quand, après un ultra ou un projet qui a engagé X mois, on me représente un projet encore plus grand 10 jours après. Ça veut dire que, en fait, dans quelle mesure le premier projet nous a nourris et pendant combien de temps il nous nourrit en fait. Et c'est là que ce striatum il est quand même assez pervers, c'est que on peut faire quelque chose d'incroyable, et ben au bout de 10 jours, il faut remettre quelque chose d'autre en route, sinon bah voilà, on a déjà faim d'autre chose. Et ça me laisse songeur en fait quoi. Et je me dis qu'en plus pour tout ça, et ben on brûle du gasoil, du kérosène, on fait fonctionner des data centers en surchauffe pour nos traces. D'ailleurs, carte de chaleur, ça porte bien son nom, je trouve. Et bon, enfin bref, on se disperse. Je pensais aussi à un dernier truc, c'est que je me dis quand même que la course à pied, pour le coup, euh, et le trail et l'endurance running, c'est quand même la discipline parfaite qui fait plaisir à notre striatum en fait. Bah déjà par rapport à si on pense aux fonctions primaires là, aux 5 fonctions primaires, il y en aura peut-être une sixième, c'est de se dire que dans l'évolution Homo sapiens, il est courant de dire que la bipédie, le fait de marcher, le fait de courir, ça nous a permis d'évoluer au fil des millénaires, de conquérir le monde, de survivre, de chasser, de se nourrir et d'avoir un avantage sur d'autres espèces et puis de progresser. Donc si on part du principe, mais là c'est moi, hein, je reprends pas des choses de Sébastien Boller, c'est me dire que peut-être finalement déjà le fait juste de se mettre en mouvement et de courir, ça active notre striatum. Mais en plus, si on le fait aujourd'hui avec tous les équipements que l'on a, avec cette visibilité maximum,
avec un règlement sportif qui est finalement sans limite dans les distances, quasiment dans le règlement et dans les possibilités, parce qu'on peut le faire dans le monde entier, avec un marketing qui nous pousse à le faire et qui développe notre imaginaire là-dessus, bah en fait c'est open bar quoi. On peut faire, on peut tout faire quoi. Bah voilà. Donc en fait, quand je vous dis que on pensait faire du trail running pour gagner en liberté et que finalement le trail running nous a piégés, je pense qu'on n'est pas loin de ça quand même. Et qu'à la fin, on peut peut-être avoir quelques voyants qui s'allument en se disant ah ouais, là c'est chaud quoi. Et du coup, pour conclure, bah ouais, on fait comment quoi pour s'en sortir de ce bug? En fait, pour tout dire, dans le livre, il a peut-être cette faille. Autant les trois quarts du livre sur le processus, le constat, il est vachement intéressant, argumenté. Et le dernier quart sur les solutions, ouais, ça manque quand même cruellement de solutions, d'entrain. Et c'est pas que Sébastien Boller, l'auteur, a bâché son livre. Hein. C'est surtout, comme il le dit assez clairement, c'est que en fait on est piégé et que si la philosophie avait son mot à dire, ça fait 2000 ans on aurait solutionné ça, quoi. Sauf que là, on a quelque chose qui dysfonctionne et que clairement le striatum aujourd'hui, il nous a pris en main, quoi. Mais bon, j'ai quand même noté en vrac quelques solutions qu'il nous propose et qui restent pour moi intéressants. La première, c'est de se dire que connaître le processus qui se joue dans votre cerveau, c'est déjà reprendre un peu la main avec votre pensée, votre cortex cérébral, et qu'on pourra peut-être arrêter d'être des primates assoiffés d'instantanéité, et que, d'ailleurs, se faire insulter de primates, c'est presque vexant pour les primates, parce qu'en fait, eux, ils savent se contenir dans un périmètre, quoi. En fait, nous, pas. Donc c'est quand même comprendre que là, il y a un truc, il y a un truc où il va falloir qu'on se calme, quoi. Deux, c'est peut-être de s'écarter au maximum de la technologie, de la pub et de toutes ces sources d'activation qui nous mettent en vrille, quoi. Courir sans montre, sans trace, sans story, sans Strava, sans dossard, sans course prestigieuse, sans matos dernier cri. Ouf, bah, quand on aura fait tout ça, rien que dans notre pratique de courir à pied, bah, en fait, on aura pas mal avancé, je crois, pour dans bien d'autres domaines, en fait, quoi. Et bon, moi, j'y suis pas du tout, hein, je vous le dis direct, hein, c'est pas, c'est pas à l'ordre du jour et j'ai encore du taf. Mais en fait, c'est une forme de sobriété, S-O-B-R-I-E-T-E, sobriété. Et puis Sébastien Boller se risque aussi à penser que l'on peut récompenser son cerveau par autre chose que de la dopamine et activer son usine qui est le striatum. Et là, il appelle ça activer sa conscience. Conscience. C-O-N-S-C-I-E-N-C-E. Conscience. Chapitre intéressant d'ailleurs. Et c'est tellement vaste qu'il en a fait un second livre qui s'appelle Où est le sens? Alors je l'ai lu, je suis pas sûr que je vous fasse un résumé, mais ça vaut le coup de suivre. Voilà. Bon, ça donne pas beaucoup de solutions, hein, je suis d'accord, mais c'est bien, je trouve, de savoir qu'il y a quand même quelque chose qui se joue. On va s'arrêter pour aujourd'hui avec ça, hein. Ça va, je pense que j'ai quand même bien foutu le bazar dans vos têtes. Enfin, j'espère en tout cas, hein, c'était quand même vraiment l'idée. Je mettrai les références du livre dans le descriptif. Merci de me suivre sur ce podcast. Je vous dis, je trouve un réel plaisir à construire les épisodes. Et j'ai trouvé la meilleure façon de pouvoir exprimer et de parler librement autour des sujets qui nous intéressent. Assurément, ça active mon striatum. Allez, à très vite. Ciao.